êtes sur TV5 Monde, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Kiosque, votre rendez-vous de la presse internationale et francophone. Au sommaire, cette semaine, le président ivoirien sortant Alassane Ouattara remporte son pari, réélu au premier tour. Il obtient même un score de près de 84% des voix. Le pays est-il apaisé pour autant ? Réconciliation, justice sociale, justice tout court. Alassane Ouattara va-t-il prendre ces chantiers sensibles à bras-le-corps ? La locomotive d'Afrique de l'Ouest est-elle sur les bons rails ? Comment 2 pilotes condamnés pour trafic de drogue en République dominicaine ont-ils réussi à prendre la fuite pour regagner la France ? L'affaire Air Cocaïne est rocambolesque et pose bien des questions. Qui a financé cette évasion ? La justice française va devoir maintenant s'intéresser à leur cas. Ils vont devoir rendre des comptes. De quoi sont-ils vraiment accusés ? Et que penser de toute cette affaire ? L'annonce est tombée lundi matin comme un couperet de boucher. La viande rouge et la viande transformée, dont la charcuterie, favorisent le cancer moins que le plutonium et plus que le mercure, si l'on s'en fie aux catégories définies par les experts. Adieu entrecôte saignante, boudin noir et steak frites, qu'a dit vraiment l'OMS, et comment se nourrir en 2015. Voilà pour les thèmes. Et pour en discuter autour de la table, pour décrypter tout cela avec nous, Han Wu, chef du bureau de Paris de Shanghai Media Group, en France depuis 13 ans, en poste depuis 2011. Vous couvrez l'actualité européenne pour la China Business Network et la Shanghai Satellite Dragon TV. Merci d'être avec nous. Bonjour. On accueille Jean-Baptiste Placa, également éditorialiste à RFI, Radio France Internationale. Vous travaillez aussi pour le quotidien français La Croix. Tout d'abord, grand reporter. Vous avez ensuite dirigé la rédaction de Jeune Afrique Économie, puis dirigé la publication L'Autre Afrique. Merci à vous d'être avec nous. Louis Comayou, président du Club de l'information africaine. Vous avez été tour à tour correspondant des quotidiens camerounais Le Messager, Mutation, de Radio Vatican et de BBC Afrique, directeur de l'information ensuite de la chaîne de télévision Télésud et ancien président fondateur de l'association de la presse panafricaine. Merci à vous aussi. Et enfin, avec nous autour de la table, Moustapha Tossa, rédacteur en chef adjoint à Radio Monte Carlo Doualiya. Vous êtes un Marocain installé en France depuis maintenant un bon quart de siècle. Vous avez notamment travaillé à Radio France Internationale. Vous êtes aujourd'hui également chroniqueur pour plusieurs médias marocains, Atlantique Radio, le quotidien L'Économiste, la télé, Média TV et le site internet atlasinfo.fr. Merci à vous quatre. On va tout de suite commencer avec le premier thème, la réélection d'Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Un scrutin globalement réussi, apaisé. On se rappelle que la précédente présidentielle en 2010 s'était terminée dans un bain de sang. Depuis, la réconciliation nationale n'a pas eu lieu et ce sera un chantier de taille du prochain quinquennat. Ce qui est important, c'est de faire en sorte que ceux qui sont ici et qui sont maintenant en mesure d'être jugés en Côte d'Ivoire soient jugés par une justice impartiale. Et nous nous attelons à cela. Il n'y a pas de justice des vainqueurs ou de justice des vaincus. Ce n'est pas ma manière de voir les choses. Il n'y aura pas d'impunité en Côte d'Ivoire. J'ai toujours considéré que l'impunité est une mauvaise chose. Donc nous continuerons et nous voulons faire en sorte de tourner la page. Mon action en matière de réconciliation a été très bonne, à mon sens, puisque réconciliation, c'est une question de cœur, c'est une question personnelle, je dirais. Chacun de nous doit faire ce qu'il faut pour se réconcilier avec l'autre. Moi, je tends la main et je continuerai de tendre la main. Voilà, alors, Ado, comme on le surnomme, répondait aux questions de notre envoyé spécial à Abidjan, Dominique Larèche. L'introuvable réconciliation, c'est une tache noire du premier mandat pendant lequel Alassane Ouattara a évité d'attaquer frontalement les problèmes de fond. Jusqu'ici, c'est donc un peu pieux, on peut le dire. Va-t-il maintenant réellement s'atteler à ces questions-là ? Jean-Baptiste, à vous l'honneur. Bon, je pense qu'il dit qu'il tend la main. Peut-être qu'il faut comprendre que dans un pays aussi vaste et avec une telle population, il ne faut pas que ce soit lui seul qui tende la main, que ceux qui sont autour de lui aussi tendent la main. Je pense qu'il y a des positions irréconciliables dans ce pays. Et les vaincus de 2010 n'ont pas digéré, certains d'entre eux en tout cas, estiment qu'ils ont été dépossédés de leur patrie. Là, on parle du camp de Laurent Gbagbo. Oui, et de certains, et ceux-là sont à retrouver parmi les, disons, 50% grosso modo d'abstentionnistes à cette élection. Et
Je pense que Alassane Ouattara, s'il veut vraiment mener la réconciliation, doit le faire d'une manière suffisamment franche pour que certains des siens ne soient pas en train de mener justement plutôt une démarche de revanche. Mais le veut-il vraiment? C'est la question que je posais entre les lignes. Le veut-il vraiment? Il ne l'a pas fait pendant le premier mandat. On peut peut-être comprendre pourquoi. Est-ce que maintenant il a la volonté, l'intention de le faire et comment? L'impression que l'on a en regardant la scène politique ivoirienne, c'est que on n'a pas tiré toutes les leçons du passé. La crise ivoirienne, c'est pas seulement depuis 2011, c'est quand même depuis 1993, depuis la mort de Houphouët, qu'il y a eu une vraie division. L'ivoirité n'est pas née avec Alassane Ouattara, elle est née à cette époque-là, du fait de la rivalité qu'il y avait entre le président de l'Assemblée nationale de l'époque, Henri Konan Bédié, et Alassane Ouattara, qui était à l'époque Premier ministre. Et donc, chacun des deux se sentait légitime pour succéder au président défunt. Et c'est là qu'ont commencé les vraies dissensions au sein de la famille des Houphouëtistes. L'élection de 2010 a permis de refermer cette blessure, de refermer cette parenthèse douloureuse, mais elle n'a pas réglé les problèmes qui ont été posés comme ceux de l'ivoirité. Aujourd'hui, il promet qu'il reviendra sur l'article 35 de la Constitution. Qui parle de l'ivoirité, justement. Qui parle de l'ivoirité. C'est un peu tard, bon, mieux vaut tard que jamais, mais j'estime que la réconciliation nationale n'était pas une donnée, n'était pas un paramètre de... Comment je peux appeler ça? C'était pas une donnée, une variable d'ajustement dans la question ivoirienne. Et malheureusement, elle a été traitée comme telle. Et vu que la blessure est quand même assez béante et que Alassane Ouattara incarnait en soi, en lui-même déjà, tous les enjeux de cette réconciliation, je pense qu'il a été dommage qu'il ne s'y intéresse pas de façon ferme pendant ce premier mandat. Moustapha Tossa? Oui, ce qui était intéressant à noter aussi, quand il y a eu cette élection présidentielle gagnée au premier tour avec un score qu'on dit soviétique, c'est de voir aussi la réaction de la communauté internationale, à savoir, bon, quand je dis la communauté internationale, la réaction américaine et française. Donc il y a une volonté de bénir les conditions, entre guillemets, paisibles dans lesquelles cette élection... Ça arrange tout le monde que cette élection tout se passe bien en Côte d'Ivoire, si je résume l'affaire. Ce qui préfigurait justement que la société ivoirienne est entrée dans une logique de réconciliation plutôt que d'affrontement. Sauf que quand on examine un petit peu et le taux d'abstention, comme a dit Jean-Baptiste Placard, et la non-mobilisation, enfin la mobilisation excessive des gens uniquement de Ouattara, ça nous donne aussi une idée sur l'état d'esprit des protagonistes pour entamer un processus de réconciliation. Parce que pour se réconcilier, il faut être deux. Pour faire la paix et construire des choses ensemble, il faut être deux. On ne peut pas construire tout seul. Donc tout ça maintenant, tout dépend de cette intelligence politique que le second mandat va pouvoir lui donner à Alassane Ouattara pour justement, un, ne pas décevoir les Ivoiriens eux-mêmes et deux, ne pas décevoir la communauté internationale qui attendait qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, aussi important que la Côte d'Ivoire, puisse traverser cette période de manière paisible et pacifique. Alors dans l'entretien qu'il a donné à Dominique Larrèche, dont on vient de voir un extrait, donc on entend Alassane Ouattara dans cet extrait qu'on a retenu dire qu'il tend la main. En l'occurrence, il ne tend pas la main réellement à Laurent Gbagbo, puisque là, il botte en touche Laurent Gbagbo, qui est en attente d'un procès à la Cour pénale internationale. Qui a encore été reporté. Qui a été reporté à janvier prochain, absolument, qui aurait dû avoir lieu le 10 ou le 11 novembre, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Est-ce que justement, c'est une erreur de ne pas tendre la main à Laurent Gbagbo, ou est-ce que, comme vous le disiez, les positions sont tellement irréconciliables que c'est impossible aujourd'hui? C'est-à-dire qu'il n'est plus possible pour lui de tendre la main à Laurent Gbagbo parce que l'envoyer à la Cour pénale internationale, c'était le mettre dans une machine que lui n'a pas les moyens de ramener en arrière. Donc, Laurent Gbagbo est à la Cour pénale internationale, il sera jugé, peut-être relaxé, auquel cas il reviendra plus fort que jamais, ou emprisonné pour des décennies, ce qui renforcerait la division dans ce pays. Laurent Gbagbo représentait quelque chose en Côte d'Ivoire. L'allusion que faisait Louis Kemayo à la division de départ entre Bédié et Ouattara n'est pas le problème. Le problème, c'est la division de fait à partir de 2002 entre Laurent Gbagbo et les gens qui étaient censés représenter Alassane Ouattara, en l'occurrence le nord du pays. Voilà. Oui.
Simplement, ce que j'entendais par là, c'est que le péché originel, il est là en quelque sorte. S'il n'y avait pas eu l'ivoirité, il se serait présenté à toutes les élections qu'il y a eu avant 2010. Simplement, du fait de l'ivoirité, il ne pouvait pas se présenter. Et c'est en cela que j'estime que c'était l'élément fondateur de la crise. Derrière, aujourd'hui, même le RHDP, le Rassemblement des souverainistes pour la démocratie et la paix, se trouve aujourd'hui dans une situation de scission grave. Quand on voit Kakabe, quand on voit Henri Konan Bédié encore avec l'appel de Daoukro, quand on voit Charles Konan Banny et les autres qui se mobilisent pour se présenter contre Alassane Ouattara, on ne peut pas dire que c'est un long fleuve tranquille, ce rassemblement des souverainistes. On va s'intéresser maintenant à quelques chiffres. On l'a évoqué tout à l'heure, 53% de participation, comme dans n'importe quelle démocratie, dit Alassane Ouattara. Ce qui vous fait sourire, Jean-Baptiste Placas. Est-ce que justement, les radicaux du Front populaire ivoirien, donc du camp de Gbagbo, pour dire ça comme ça, est-ce qu'eux ne vont pas s'attribuer les 40% d'abstentionnistes? On sait qu'il y a quand même une part non négligeable de l'opinion publique qui est très opposée aux autorités en place. Qu'est-ce qui va se jouer là-dessus? Est-ce que c'est une voix qui va se faire entendre? Moi, je crois qu'il y avait ce risque-là que les gens de l'opposition de Gbagbo puissent utiliser l'abstention pour dire que cette fête présidentielle n'est pas aussi représentative que le voudrait Alassane Ouattara et insuffler un doute sur la véritable représentativité, le côté vraiment démocratique de cette élection. Et il y a un enjeu, effectivement, même si le score des amis ont voté à 85%, l'opposition est restée en dehors du jeu électoral. Alors maintenant, le processus de réconciliation, je reviens simplement sur un mot. Si on compte sur le processus de réconciliation en intégrant un homme qui est pris dans les miasmes de la justice internationale, on pourra attendre des décennies et on pourra hypothéquer l'avenir même de cette réconciliation. Le jeu maintenant, je crois, pour Alassane Ouattara, c'est de se réconcilier avec des gens en dehors, en ne prenant pas en considération cette icône et ce symbole qui est devenu Gbagbo pour la justice internationale. Si je puis me permettre, allez-y, je vous en prie. J'exprimerai mon désaccord par rapport à cela pour une raison simple. On ne se réconcilie pas avec soi-même, on se réconcilie avec ses adversaires. On se réconcilie avec des gens contre lesquels on s'est battu. Et là, en l'occurrence, ce n'est pas ce qui est en train de se passer, malheureusement. La victoire, pour être belle, aurait dû pour que la victoire soit belle, il faut qu'on ait deux bons acteurs, il faut qu'on ait deux combattants. À vaincre sans péril, l'on triomphe sans gloire, si exactement. Je résume, et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors justement, on va s'intéresser à ce chiffre, parce qu'il est important. 80% des suffrages, on va regarder quelques-unes ivoiriennes, avec notamment Ouattara la razzia. Le quotidien Nord-Sud n'a pas caché sa joie en proclamant la victoire du candidat à la présidentielle au premier tour. 84% de voix. Est-ce que ce n'est pas un chiffre totalement embarrassant dans une démocratie, qui plus est multipartite? Alors, vous avez dit que j'ai souri quand vous avez parlé de démocratie. Moi, je pense qu'il faut que l'Afrique et les Africains acceptent une certaine vérité. Il ne suffit pas de se proclamer démocratie pour être une démocratie. Et en l'occurrence, dans un pays où, il y a 5 ans, à la suite d'une élection présidentielle, le président en place a été proclamé ou s'est proclamé vainqueur, a prêté serment et croyait avoir pris le contrôle de son second mandat avant d'être défait par une guerre. Et le fait que Gbagbo soit parti ne faisait pas, même si, à supposer que la victoire de Ouattara ne fasse aucun doute, et le fait que Gbagbo soit parti et que Ouattara ait pris les rênes du pays ne faisait pas de la Côte d'Ivoire une démocratie. Et la démocratie est à construire maintenant. Et effectivement, lui-même, il dit que c'est parce qu'il a tellement bien travaillé pour les Ivoiriens il a un bilan. À défendre. Il a un bilan en termes de relance économique. Et là-dessus, on va vous entendre, Ihan, puisque les rapports entre la Chine et la Côte d'Ivoire sont importants. Mais il a un bilan. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut défendre. Mais quel que soit le bilan, 83% des voix, c'est le vainqueur lui-même qui devrait s'en inquiéter le premier. Moustapha ? On peut parler de bilan, mais on peut parler aussi de petites performances, à savoir organiser un scrutin dans des conditions
paisible et ne pas avoir une opposition qui sort dans la rue ou qui envisage de recourir à la violence. Est-ce qu'il y a encore une contester. opposition, en tout cas d'un point de vue politique? C'est une question qu'on peut se poser aussi quand on voit 83% de suffrages. Est-ce qu'il y a une réelle opposition en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Il y a une opposition, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des poids lourds qui se sont retirés avant le scrutin. Donc aujourd'hui, quand vous prenez le FPI par exemple, il y a une nécessité de réconcilier. On ne peut pas me dire que le FPI aujourd'hui en Côte d'Ivoire pèse moins de 10% de l'électorat. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas le FPI qui Voilà, est justement. candidat. Donc là, la question, elle est là. Aujourd'hui, il s'est choisi les adversaires qu'il voulait. Absolument. Il a affronté l'opposition qu'il voulait avoir en face de lui. Et il a eu le résultat que ce type de confrontation apporte, c'est-à-dire un résultat pénalisant pour son mandat Et le risque, à venir. le risque, c'est qu'ils se choisissent aussi le casting des gens avec qui il va se réconcilier. Ça aussi, ça fait partie des hypothèses à venir. Alors on va revenir sur le premier mandat, puisqu'il a quand même un bilan. Ici, je crois que tout le monde le reconnaît. C'est un bilan qui est notamment économique. Là-dessus, comment tout ça est perçu depuis la Chine, puisque la Chine est un partenaire économique important en Afrique de l'Ouest et en Côte d'Ivoire? Oui, je pense que sur le plan économique, le président réélu se confrontera au nombreux défis, autant plus que la Chine a aussi également changé de stratégie en continent africain. Parce qu'en fait, en même temps que le ralentissement de la croissance de ce deuxième bloc économique du monde, on a constaté un recul assez net des investissements chinois en Afrique. Pour vous citer quelques exemples, avant la crise, donc avant 2008. Donc, les investissements chinois a un record de 11,7 milliards de dollars seulement en 2008. Mais après la crise, ce chiffre a été descendu jusqu'à 7,5 milliards de dollars en 5 ans. Donc du coup, c'est une baisse assez nette. On a connu une petite augmentation en 2014, mais ça n'a pas duré parce que la première moitié de 2014, donc on a vu un 3,5 milliards de dollars sur les Greenfield Projects, mais en fait, ça a été tout de suite repaissé. Mais pardonnez-moi de vous interrompre, la Côte d'Ivoire, c'est un pays important pour la Chine d'un point de vue économique, puisque ça, c'est à mettre au crédit d'Alassane Ouattara. Oui, lui sur d'autres aspects. Là, lui table sur une croissance à 2 chiffres. En l'occurrence, le FMI est un petit peu moins optimiste. Comment se positionne la Chine par rapport à ça? Justement, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'on a, malgré ce recul net que j'ai tout à l'heure parlé, en fait, on a vu que l'exploration minière donc, a été doublée. Le chiffre a été doublé sur la même période. Ça veut dire que les investisseurs chinois s'intéressent de plus en plus sur en fait, les matières premières. Ça veut dire que les intérêts chinois reviennent sur le point de départ. Voilà, c'est l'intérêt original. Par contre, je pense que nombreux experts sont assez optimistes sur le fait que, vu la population en Afrique, on peut très bien essayer de démarrer un peu le marché interne. En fait, c'est ce que fait la Chine en ce moment. Donc, par exemple, sur le plan immobilier, habitation, donc on peut essayer de stimuler en fait les besoins des Africains. Alors, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, il y a une chose qui est sûre, c'est que d'un point de vue économique, les choses ne vont pas trop mal. En revanche, les Ivoiriens ne tirent pas les bénéfices. Est-ce que ça, justement, là-dessus, Alassane Ouattara n'a pas un énorme chantier là-dessus? Et est-ce qu'il sera jugé, justement, sur plus un aspect de justice sociale dans ce second mandat? On parlait de la réconciliation nationale. Est-ce que ça n'est pas l'autre grand chantier? C'est-à-dire que, en fait, ce dont se prévaut le pouvoir actuel en Côte d'Ivoire, c'est effectivement une croissance galopante, entre guillemets, et la perspective de devenir un pays émergent, ce qui est une autre histoire, parce que pour devenir un pays émergent, il faut s'y prendre beaucoup plus tôt. En fait, la réalité des performances économiques que vous soulignez, elle est juste par rapport à ce que le pays a pu être, j'allais dire, vers la fin du règne de Laurent Gbagbo. Et les gens peuvent se sentir un peu mieux, mais ce n'est pas tout le monde qui se sent un peu mieux dans un pays. Et je crois qu'il y a encore beaucoup à faire, énormément à faire. Je ne crois pas que
la Côte d'Ivoire soit un pays particulièrement important pour la Chine en termes d'investissement. Il y a énormément de pays qui comptent davantage que la Côte d'Ivoire en Afrique. Et puis bon... Mais d'un point de vue interne et d'un point de vue économique, est-ce que justement, cette jeunesse, il y a beaucoup de chômage, est-ce que cette jeunesse un peu désœuvrée, est-ce que ça n'est pas un danger pour Alassane Ouattara? Si ça continue d'aller mieux, la jeunesse en question aura du travail, si la croissance persiste et s'améliore. Il est certain que de toute façon, le prochain mandat de Ouattara, et d'ailleurs, c'est beaucoup de gens qui suivent de près cette affaire, font sortir deux éléments importants. Le défi de la réconciliation et le défi de la gouvernance économique. Bien sûr, l'ambition de ce pays, c'est de devenir un pays émergent. C'est un pays qui compte dans cette région du monde et il a beaucoup d'alliés internationaux. Beaucoup de gens misent sur lui. Donc, si Alassane Ouattara arrive à mener ces deux batailles de front, le décollage économique et la réconciliation nationale, il aura réussi. Mais ça, c'est en théorie, c'est dans les espoirs formulés. La réalité, elle est autre. La réalité économique, elle est due au blocage propre à l'économie ivoirienne en termes de formation, en termes de main-d'œuvre, en termes de rapport avec les pays occidentaux et la Chine et l'Inde. Parce que je rappelle simplement au passage qu'il y a eu cette semaine aussi un énorme sommet Inde-Afrique et qui a mis toutes ces questions sur la table des négociations. Donc c'est extrêmement important et on ne peut pas le juger maintenant, on ne peut le juger que sur sa capacité à se projeter dans un pays stable politiquement et performant économiquement. Et donc ça, il faut attendre pour voir. Voilà, alors pour résumer, pour conclure, vous me dites si vous êtes d'accord, la locomotive d'Afrique de l'Ouest, comme on l'appelle, est sur les bons rails, mais attention, tout n'est pas gagné. Voilà, c'est ça. Francophone. Il faut relativiser. La Côte d'Ivoire est un pays important comparé aux autres pays francophones d'Afrique de l'Ouest. Le Nigeria est une autre réalité d'Afrique de l'Ouest aussi. Très bien. Et puis, je pense que de toute façon, Alassane Ouattara ne réussira rien de ce qu'il annonce. Il faut juste qu'il amorce le mouvement et qu'il puisse transmettre le pouvoir dans 5 ans à un régime qui n'aura pas à affronter une autre guerre ou d'autres troubles. Il y aura donc 5 ans pour convaincre. Merci à vous 4 pour ce thème. On enchaîne. Je vous propose d'aller au cinéma. Si vous me passez l'expression, vous allez vite comprendre. Nom de code, Dîner en ville, en référence au film de Tony Scott, Jeu d'espion. Et pourtant, ce n'est pas du cinéma. Je vous ai un peu menti. Encore que le nom de l'affaire Air Cocaïne pourrait figurer en haut de l'affiche. Un bon polar où se mélangeraient drogue, jet, barbouze et politique. On pourrait même désormais appeler l'histoire Les Exfiltrés. Malgré leur condamnation pour trafic de drogue en République dominicaine, 2 pilotes condamnés ont rejoint cette semaine la France, une évasion dans des conditions pour le moins brumeuses et mystérieuses. Nous partons exactement au lever du jour. On surveille surtout autour de nous pour voir s'il n'y a pas de vedette rapide qui se rapproche de nous tout d'un coup, qui peut surgir de nulle part. Il y a une jonction qui doit se faire sur un point GPS précis en mer. Et chacun, les 2 bateaux, se dirigent vers ce point et on va s'y retrouver. Et c'est l'exfiltration. À ce point précis, il y a un autre bateau qui les attend et moi je suis dans l'autre bateau. Vous vous sentez libre à quel moment ? Quand on a quitté les eaux territoriales de Porto Rico. À partir de là, il nous arrivait plus grand-chose. Bon, c'était encore un peu l'aventure. Le second bateau, celui de Christophe Naudin, rallie Saint-Martin, en territoire français, après 5 jours de mer. Avec leurs papiers français, les pilotes vont prendre un petit avion pour Fort-de-France. Vendredi 23 octobre, Pascal et Bruno prennent un vol régulier pour Paris. Ils arrivent en métropole le lendemain, sans encombre. Alors ça ferait un bon film, un bon scénario de film, mais dans la réalité, qu'est-ce qu'il faut penser de toute cette histoire, de cette fuite comme ça de la République dominicaine vers la France ? C'est triste pour la justice parce qu'il s'agit quand même d'une affaire de drogue et jusque-là, on ne nous parle pas de la réalité disons, de l'implication ou de
la culpabilité, encore qu'ils ont été condamnés. Ils ont été là-bas. condamnés, ils ont fait appel, c'était en août dernier, ils étaient surveillés, on a mais libres. compris aussi que 2 de leurs compagnons d'infortune sont restés là-bas et auront certainement à payer pour eux. Voilà. Mais sur les méthodes, c'est-à-dire il n'est pas sérieux, il n'est pas respectable de mépriser et ainsi la justice des autres et de venir s'abriter derrière le fait que la France n'expulse pas. Et Anne, vous condamnez également ? Oui, en fait, ça ressemble vraiment à un film, mais en Chine, moi, je dirais que c'est vraiment pas possible du tout, parce que depuis ces 10 dernières années, nombreux sont des étrangers trafiqueurs, en fait, de drogue qui ont été jugés et exécutés en Chine. C'est le cas d'un Britannique qui a trafiqué, en fait, 4 kilos d'héroïne en 2007 et un Russe qui a trafiqué 2 kilos d'héroïne en 2011. Ils sont tous les deux condamnés à la peine de mort et qui ont été exécutés. Donc, parce qu'en fait, les pays d'Asie mène une politique extrêmement sévère contre le trafic de drogue. En Chine, la loi dit que 50 grammes de cocaïne ou héroïne peut atteindre en fait la peine de mort, qui est la peine la plus lourde. Là, dans l'affaire d'Air Cocaïne, on parle quand même, je le rappelle, de 700 kilos de cocaïne à bord de 26 valises. Je vous propose, avant de continuer à en parler, parce que tout le monde n'a peut-être pas suivi cette histoire, qu'on envoie un résumé et puis on continue à en parler. Une arrestation en flagrant délit, filmée par la police. Un jet rempli de cocaïne en partance pour Saint-Tropez. 680 kilos sur le tarmac de l'aéroport de Punta Cana. À son bord, 4 hommes. L'apporteur d'affaires Alain Castagny, le passager Nicolas Pisapia et 2 pilotes Pascal Fauré et Bruno Odos. Tout semble les accuser. Pourtant, depuis le début, ils clament leur innocence. L'affaire, on a volontairement placé des valises dans l'avion. On vous a piégé ? Oui, je pense qu'on nous a piégés. Je ne sais pas si le piège était tendu pour nous spécialement, mais le fait est qu'après, il s'est refermé sur nous. Quelques jours après, la cocaïne est exhibée devant la presse. Sortait-elle vraiment de l'avion ? C'est la question que posent les 2 Français. Des pilotes pris au piège ? La justice dominicaine refuse d'y croire. La justice française, elle, en doute. D'autant que leurs relations paraissent peu recommandables. Alain Castagny et Nicolas Pisapia, 2 personnages troubles. À ce moment-là, les pilotes l'ignorent, mais ces 2 hommes sont déjà sur les radars de la justice française. Carrément ignorer le but de ces voyages. Ont-ils fait preuve de légèreté ? Mis en examen en France, ils se disent désormais à la disposition de la justice, qui a bien des questions à leur poser. Alors, trafiquant de drogue ou victime d'une machination ? Ce qui est certain, c'est que la France ne se grandit pas en laissant ces personnes en liberté. Je me souviens simplement d'un épisode, peut-être même 2. Le premier, c'est l'épisode sur l'Arche de Zoé, quand des humanitaires, des pseudo-humanitaires sont allés dans le Darfour et au Tchad, essayer de ramener des enfants en France. C'est la République qui est allée les chercher avec une promesse de les condamner ici à leur retour, du moins de leur faire passer le reste de leur peine en France et non pas au Tchad, parce que les prisons tchadiennes ou la justice tchadienne n'étaient pas à la hauteur. Soit. Je me rappelle aussi de l'affaire du gang des barbares, où on avait affaire à un Ivoirien qui a quitté la France, qui est allé se réfugier en Côte d'Ivoire, et qu'on est allé chercher là-bas pour ramener en France, jugé, condamné. Je pense qu'il est toujours en prison. Quand on a des épisodes de ce type-là, en étant la patrie des droits de l'homme, du moins c'est la revendication de la France, on se doit d'être exemplaire. Même si on n'extrade pas... Mais Paris dit n'avoir rien à faire, avoir affaire avec l'extradition de ces 2 pilotes. Vous en pensez quoi ? Moi, je crois que les services français étaient au courant de cette opération d'exfiltration, cette énorme opération d'exfiltration, et c'est grave, ou ils ne l'étaient pas, et c'est encore plus grave. C'est ça, en fait, dans le deux sens, cette affaire gêne et pose un défi majeur à l'État français. Alors maintenant, moi, ce qui m'a intéressé beaucoup, c'est l'implication du Front National dans cette affaire. On a un personnage
trouble. Mais qu'on a vu tout à l'heure dans le sujet, Émeric Chauprade, qu'on voit un peu partout. Voilà. Alors lui, il dit, et il est parti monter cette opération qui a coûté 100 000 euros parce qu'il veut sauver des Français qui sont impliqués, qui sont dans les griffes de la justice dominicaine, et parce que c'est des anciens militaires qu'il faut absolument sauver. Donc son rôle n'est pas, le rôle du Front National n'est pas assez clair dans cette affaire. Et il y a beaucoup à chercher pour un journaliste d'investigation pour éclairer davantage cette réalité. Se rajoutent à cette affaire-là les révélations du journal de dimanche aujourd'hui, quand il cite Nicolas Sarkozy, une information selon laquelle la justice française a demandé la géolocalisation de 2 numéros de Nicolas Sarkozy et les comparer avec l'affaire de cet avion qui transportait de la drogue. Donc ça laisse une atmosphère assez brumeuse, assez sombre, assez film noir des années 70, et qui est terrible, et qu'il va falloir à un moment ou à un autre poser des questions, de savoir quels sont vraiment les acteurs qui couvre qui et qui finance quoi. Non, ça, c'est des questions qui se posent. Je pense pas que le gouvernement français ait quoi que ce soit à voir avec cette opération. Par contre, quand lui parle de la République qui doit se grandir, ça veut dire que ces gens-là, ils devraient au moins être en train de répondre à des juges ou à des policiers au lieu d'être sur les plateaux de télévision actuellement. Parce que c'est quand même... On parle de trafic de drogue. Et la conséquence de ce qu'ils étaient en train de faire, si ça avait réussi, ça aurait inondé le marché français d'une certaine quantité de drogue, donc des victimes en bout de chaîne. Et tout cela est pas c'est assez triste. Oui. C'est assez triste, et les gens qui vont faire des choses pas correctes à l'étranger et qui ensuite comptent sur leur passeport français pour échapper à la justice des lieux de leur crime, entre guillemets, c'est pas... C'est un mauvais signal. Voilà, c'est un mauvais signal, et ça pose beaucoup de questions. On va regarder cette une, puisque l'affaire a fait la une en France cette semaine. On va regarder cette une de Libération, dont la mise en page reprend celle de la célèbre collection série noire de Gallimard, La poudre n'escampette, joli jeu de mots. Une aussi en République dominicaine, La fuite, un titre en gros caractères qui occupait la première page du Listín Diario, le doyen des quotidiens dominicain. Dans son éditorial, le quotidien gratuit El Dia souligne que les 2 pilotes ont bénéficié depuis plusieurs mois d'étranges appuis officiels et politiques de la France. Donc, non, ce qui est normal, c'est-à-dire qu'un Français qui est en difficulté avec la justice quelque part, alors là, l'éditorial semblait, voilà, il y a l'assistance consulaire, là, l'éditorial semblait impliquer une importance un peu plus grande du rôle de la France. L'autre question qu'on peut se poser, c'est où étaient les autorités dominicaines? Quelle est la place de la République dominicaine? Puisque les pilotes, eux, disent que tout ça est une mascarade de justice. On est dans une région qui sert de plaque tournante à la drogue. Enfin, il y a beaucoup d'allusions des deux côtés. Il y a cet aspect-là des choses aussi. Où étaient les autorités dominicaines? On ne peut pas reprocher à la justice dominicaine de mettre en liberté surveillée, entre guillemets, des gens qui, par rapport à leur situation du moment, par rapport à la justice, doivent être en liberté surveillée. Louis ? On peut aussi demander où étaient les autorités françaises, parce qu'ils sont quand même passés par un territoire français d'outre-mer. Qu'on soit à Saint-Vincent ou qu'on soit à la Martinique, on est quand même en territoire français. Et je pense que déjà là, ils n'auraient jamais dû aller plus loin. Ils auraient dû... Après Saint-Martin, où ils sont arrivés, vous voulez dire? Ils auraient dû rester sur place. Ils ont quand même pris l'avion avec des documents officiels. Et on ne peut pas nous dire que la République est amnésique et qu'elle ne se souvient pas que ces personnes étaient arrêtées en République dominicaine. Et là, ça va encore plus remettre en cause le principe de la liberté surveillée, parce que maintenant, si un pays attrape un pseudo-trafiquant de drogue, il va d'abord vouloir le mettre en prison, s'assurer de lui physiquement
physiquement avant de le laisser en liberté surveillée. Parce que la liberté surveillée, c'est un précieux comportement de justiciable. Hein. Ce n'est pas... D'autres vont payer pour ce qu'ils vont faire. Il y a aussi autre chose. Alors, ce qui est intéressant aussi dans cette affaire, c'est que ça nous renseigne un petit peu, parce que ça, avec le nombre d'articles, le nombre de reportages sur le sujet, ça nous renseigne un petit peu, ça éclaire un petit peu le grand trafic, le juteux trafic de cocaïne, comment cette cocaïne arrive en quantité gigantesque, presque industrielle sur le territoire européen. On a des circuits, et on a les hommes, et on a les moyens de le faire. Donc c'est assez intéressant à suivre comme sujet. Et ça ferait l'objet d'un excellent autre débat dans Kiosque. Je vous propose d'avancer maintenant. On va passer à notre troisième thème que je pourrais résumer de la façon suivante. Manger tue. Verra-t-on bientôt ce message d'alerte adressé aux carnivores. L'OMS vient de rendre un rapport saignant. La charcuterie, par exemple, rejoint le groupe 1 des cancérogènes pour l'homme. La viande rouge provoquerait, elle, probablement aussi des cancers. Pour les amateurs de viande, c'est le coup de massue. Aujourd'hui, la viande rouge est considérée comme probablement cancérigène. Par contre, plus aucun doute pour la charcuterie. La qualité, ça promet toujours de grands moments. Une saucisse de Strasbourg, 6 rondelles de saucisson, 2 fines tranches de jambon, soit 50 grammes de charcuterie consommée tous les jours, augmente le risque de 18%. C'est un risque faible qu'on pourrait associer au risque de cancer du poumon pour les fumeurs passifs, par exemple. Mais compte tenu du nombre de consommateurs de viande et de charcuterie dans le monde, il était important de donner l'alerte. Oui, il faut faire attention en termes de santé, mais non, il n'y a pas à avoir, sous prétexte qu'un rapport sort, maintenant une panique qui se généraliserait. N'ayez plus peur de dire « j'aime la viande ». Vous avez un régime équilibré, ce risque est pratiquement neutralisé par l'apport en antioxydants des fruits et des légumes. Le bœuf, le goût d'être ensemble. Voilà, le goût d'être ensemble. Et de partir vite. Et de quitter ce monde-là vite. Moi, je crois que de toute façon, avant même ce rapport savant qui indique cette réalité, je crois que tout le monde savait très bien qu'en mangeant beaucoup de viande, on a plus de chances de tomber malade, on a plus de chances d'avoir des problèmes cardiovasculaires. Donc, cette conclusion savante vient concrétiser une inquiétude qui existait déjà. Ouais. Maintenant, donc on sait que le tabac, l'alcool, la pollution tuent plus qu'une saucisse de Toulouse, si vous me passez la comparaison, tout le monde est d'accord là-dessus. C'est donc un appel à la modération, tout le monde est d'accord là-dessus. C'est ce qu'on devrait dire simplement, parce que là on entre dans des considérations. Disons simplement que l'excès tue. Point. Si on commence à pointer, si vous buvez de l'eau, vous allez mourir parce que l'eau est maltraitée. Si vous mangez, vous allez mourir. Alors ne bougez pas, ne mangez pas, ne buvez pas, fumez pas, faites rien du tout, sinon vous allez mourir. Les travaux du Centre international de recherche sur le cancer qui se sont penchés sur 800 études, qui les ont étudiées et qui en ont fait une méta-étude, n'ont jamais été pris à défaut. Ces chercheurs-là n'ont jamais été pris à défaut. Mais ce qui frappe cette fois, c'est que les conclusions sont livrées avec un rare aplomb. Ça leur ressemble plutôt peu. Comment vous l'expliquez, d'autant plus que le domaine de l'alimentaire est très sensible? Comme le domaine du viticole, il est très sensible parce qu'il remet en cause beaucoup d'intérêts. Il y a beaucoup de lobbies extrêmement puissants et importants qui arrêtent beaucoup de vérités avant de sortir. Donc pourquoi ce courage, pourquoi ce culot? Moi, je me pose la question, quel pourrait être l'impact d'une telle affirmation sur les marchés déjà en crise de la viande en France, dans un certain nombre de pays. Ça aussi, on n'a pas de réponse, mais il est certain que ça ne va pas participer au développement de cette industrie. Donc il va y avoir un coup d'arrêt, il va y avoir des gens qui vont réfléchir 2 fois avant d'acheter 2 kilos de viande par semaine. Et donc, est-ce que vous, personnellement, à titre plus personnel, est-ce que ça vous a interpellé? Est-ce que du coup, vous êtes remis un petit peu en question et vous dites, effectivement, il faut que je fasse attention à ce que je mange en termes de quantité de viande, Ihan? Oui, en tant que Chinoise, là je parle avec le peuple chinois. En fait, je doute qu'en fait que ce rapport va réellement changer le comportement des gens, parce qu'en Chine, ce qui prime le plus, enfin ce qui inquiète le plus, c'est la sécurité alimentaire. Donc on sait très bien en fait que la consommation de viande de porc en Chine dépasse la moitié de toute la planète, et que également depuis des années 90, la Chine est
est le premier producteur de viande. Donc quand l'annonce est tombée, les cours de bourse des 3 premiers producteurs de viande transformée ont chuté de 1 à 2%. Donc du coup, ça a eu un grand impact. Est-ce que cet impact va durer ? Parce que des alertes sur certains aliments, on en entend, et puis finalement, on les oublie un petit peu. Est-ce qu'il n'y a pas aussi... Est-ce qu'on ne s'habitue pas, en fait, à toutes ces alertes alimentaires qu'on reçoit ? C'est presque banal, mais ce que je veux dire, et là je le tropicalise, je le mets à l'échelle africaine, on a eu beaucoup d'alertes de ce type, que ce soit par rapport au virus Ebola, par rapport à d'autres maladies où on expliquait qu'il faut vraiment faire attention. Mais allez sur les routes africaines, quand vous voyagez au bord de la route, vous avez toujours beaucoup de monde qui vous propose de la viande de brousse, comme on dit. Oui. Et donc, gibier. Le gibier, qui a été chassé, qui est fraîchement ramené de la chasse et qui est vendu au vu, au su de tout le monde. Je ne suis pas certain que ces personnes-là qui voyagent ou qui vendent se sentiront très concernées par les... Mais est-ce que ce sont ces personnes-là que l'étude vise ? Est-ce que l'étude ne vise pas justement les principaux consommateurs de viande ? Si on se dit que c'est un appel à la modération, est-ce que dans ce cas-là, c'est pas plutôt les Américains, les Australiens, les Argentins qui sont visés ? Peut-être, mais je ne sais pas. Ce que j'ai envie de répondre à tout cela, c'est que dans ma culture, il y a un proverbe qui dit qu'on ne peut pas avoir tellement peur de la mort et qu'on refuse de dormir. Parce que si vous vous endormez, vous mourrez à petit feu, entre guillemets. Et je pense qu'à un moment donné, il faut laisser les gens vivre. S'il y a un danger réel par rapport à une situation, il faut l'indiquer. Mais dire aux gens que la viande, c'est-à-dire en fait, on conseille même à des gens qui ont envie de faire des régimes et tout ça, de manger des grillades et tout. C'est maintenant les grillades qu'on est en train d'interdire, là, grosso modo. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Que les gens mangent la viande crue? Parce que c'est ça, la petite différence. Alors, il n'y a pas d'interdiction de la part de l'OMS. L'OMS a quand même rappelé, a quand même dit, on ne vous interdit pas de manger de la viande, mais simplement on vous appelle à en manger moins. Probablement. Ça crée quand même de la psychose pour les gens, de se dire, quand je vais manger de la viande... Qu'est-ce qu'on offre aux gens j'ai dit, à la place? Est-ce que ça veut dire que cette interdiction ou cette alerte va grossir les rangs des végétariens? Justement, les végétariens ne sont pas épargnés. Eux aussi sont concernés par l'étude, parce qu'apparemment... Je ne crois pas. Moi, pour réfléchir un petit peu en tant que Marocain, nous, dans notre culture, la viande est quelque chose d'extrêmement important. On en consomme comme tous ceux qui peuvent la consommer, ils la consomment tous les jours. C'est un mets incontournable de la cuisine marocaine. Est-ce que ce genre d'alerte va pouvoir changer les habitudes de consommation de la société marocaine? Je ne crois pas, parce que ça a tendance à être considéré davantage comme une espèce de luxe occidental d'attirer l'attention sur un certain nombre de choses, parce qu'on sait que la viande produite dans ces pays-là, ce que mangent les moutons, les bœufs et tout ça, c'est beaucoup plus du chimique, de l'industriel, et qu'il y a de fortes chances que ça soit... ça pose cette question-là, ça pose la question de l'industrialisation aussi, de la façon de produire la viande. C'est aussi ça que ça souligne. Et la façon de la faire cuire également. Et la façon de la faire cuire. Parce que si vous la mangez à point ou crue, ce ne sont pas les mêmes dangers. Oui, à ce point-là, en fait, ça ne concerne pas trop les Chinois avant. Si on monte un peu dans le temps, dans la tradition culinaire chinoise a été assez équilibrée, basée du riz, de farine et de légumes. Mais là, depuis en fait que le niveau de vie augmente et que le rythme de quotidien s'accélère, et aussi on ne peut pas ignorer l'influence de style de vie européen. Donc, alors depuis le début des années 70, j'ai lu que la consommation de viande en Chine avait quadruplé, ce qui était énorme. Exactement, parce que depuis des années, dans les années 50, on vivait encore là où on vivait encore un peu dans la pénurie de matière. Donc la consommation de viande par personne était seulement 6 kilos, et maintenant elle a augmenté à 64 kilos. Est-ce que ça va encore? On fait juste on reste un petit moment sur la Chine. On a vu aussi que cette semaine, la Chine a mis fin à la controversée politique de l'enfant unique. Est-ce que ça va avoir une influence importante aussi sur la consommation de viande, mais la consommation en général? Si on parle de nouveau-nés, pas encore. Enfin, c'est sur des produits laitiers. À moyen terme.
Oui, en fait, mais je ne pense pas que cette mesure va vraiment avoir un impact réel parce qu'en fait, la Chine, en fin de 2013, a déjà moitié ouvert en fait cette politique voilà, sur le deuxième enfant. Mais en fait, l'augmentation de nouveau-nés a été seulement augmentée en fait de moins de 10 000 pour 100 000 de nouveau-nés, donc ce qui est un peu moins de la moitié de ce qui est estimé. Donc du coup, en fait, les Chinois ne veulent pas le deuxième enfant. Sur le plan économique, c'est trop cher parce qu'il y a des médias qui ont publié une estimation pour bien élever un enfant jusqu'à l'âge de l'adulte. Il faut en fait à peu près 400 000 euros, donc ce qui peut déjà acheter un petit appartement à Paris. Donc le deuxième, c'est en fait c'est les idées, c'est les idées reçues et qui est ancré dans la tête. Par exemple, à Shanghai, il y a 81% de familles ne veulent qu'un seul enfant. Il n'y a que 15% de familles qui veulent le deuxième. Donc du coup, une idée d'une famille idéale, le nombre de l'enfant, c'est 1,07, donc un enfant. D'accord, très bien. Bon, bah, écoutez, ça ferme très bien cette parenthèse. On va revenir à la viande. Et on va s'intéresser à un autre pays, pas si loin encore que l'Inde. En Inde, 40% de végétariens. Les vaches sacrées. Les vaches sont sacrées. Or, aujourd'hui, on mange de la viande en Inde et c'est passible d'emprisonnement. Mais c'est le cas. Certaines personnes, donc les mangeurs de viande, dénoncent une hypocrisie à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a une mode aussi, et vous le disiez par rapport à la Chine, est-ce qu'il y a une mode, est-ce que c'est un peu à la mode de manger de la viande de la même façon que peut-être en Europe, aux États-Unis, on s'est mis à manger des sushis, ce qui n'existait pas avant? Est-ce qu'il y a un effet d'entraînement? Oui, il peut y avoir une mode parce que là en Inde, à cause de la culture, à cause de l'histoire, à cause de la réalité de ce pays-là, il y a un certain nombre de catégories de personnes qui considèrent l'animal comme sacré, qui ne peuvent pas le manger. Et il peut y avoir une contre-mode, celle justement de casser ce tabou et de procéder à la consommation de la viande, comme dans d'autres pays où on a beaucoup mangé de viande. Et la mode, c'est de manger des plantes, de manger des grains, de manger bio. Dans les sociétés occidentales, on le voit. On le voit, oui. D'ailleurs, mais il y a même une industrie du bio qui est en train de s'imposer comme il faut dans ces sociétés. Donc ça peut être un effet de mode. Mais moi, je reste convaincu que ce genre d'alerte, vous avez tout à fait raison de consacrer une bonne partie de cette émission à ce sujet-là parce qu'il aura un impact majeur sur l'industrie de la viande. Et c'est un impact économique majeur sur l'industrie de la viande. Pourquoi ? Parce que ça épouse une période où on s'interroge de manière extrêmement puissante et pertinente sur manger. Manger peut tuer. Alors justement, on va y venir. Je vous coupe la parole parce que vous me tendez la perche. On va regarder une de la Croix cette semaine. Manger. Mais quoi, s'interroge le quotidien français, par quoi remplacer la viande? Par du saumon aux antibiotiques, par de la salade aux perturbateurs endocriniens, par 5 fruits et légumes par jour aux pesticides, par du riz à l'arsenic. La malbouffe mortifère est partout. Que peut-on encore manger aujourd'hui? Comment on peut se nourrir? Et la viande est aussi une question de simplicité dans l'alimentation aujourd'hui, et c'est un phénomène très urbain aussi. Alors qu'est-ce qu'on peut manger? Oui, non, mais qu'est-ce qu'on peut manger? C'est ça, il ne faut pas manger. Ah bah c'est ça, on arrête de manger. Non, mais c'est assez complexe. Non, mais la question peut paraître bête, mais c'est vrai qu'on se la pose tous aujourd'hui. Dès qu'il y a une affaire comme celle-là, on se demande ce qu'on va bien pouvoir manger après le poisson, après les légumes. Ça a le mérite en plus de braquer des secteurs de production contre lesquels on n'avait pas besoin d'aller à contre-courant. Là, ce sont maintenant les producteurs de viande qui vont se lever. On a eu les producteurs de tabac. Avant eux, il y en avait d'autres. Je ne vois pas l'intérêt qu'il y a dans le contexte de morosité économique qui est le nôtre. Mais donc, si je vous comprends bien, c'est l'économie avant la santé. Non, c'est pas l'économie avant la santé, mais à un moment donné, il faut comprendre que les gens ont besoin de vivre. Et pour vivre, il faut manger. Et les gens ont leurs habitudes. Qu'on suggère de la modération en tout, c'est une bonne idée, mais venir dire là, voilà, vous mettez en danger, depuis la nuit des temps, les gens ont mangé de la viande. Mais il y a quand même une réalité aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui,
par exemple, on élève des animaux en batterie d'une façon qui ne se faisait pas du tout auparavant. On a eu des cas graves de vaches folles. On se souvient tous de ces images d'animaux fous, justement. On peut le dire comme ça. Ça n'existait pas avant. La main de l'homme est bien là. Qu'est-ce qu'on propose à la place? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'on propose à la place? Et moi aussi, pour avancer un petit peu, je voudrais aussi attirer l'attention sur le contexte et le timing de cette annonce. Par exemple, cette annonce, moi je suis sûr, cette réalité-là, selon laquelle la viande est dangereuse pour la santé, la consommation excessive de la viande est dangereuse pour la santé, je crois que ces scientifiques-là le savaient depuis des années. Pourquoi maintenant la sortir et pourquoi maintenant elle a eu autant d'impact? Justement parce qu'on est entré dans une ère de l'industrialisation à outrance. On fabrique n'importe quoi et on fait manger n'importe quoi aux gens et ça devient un danger de santé publique. Alors peut-être qu'à tout malheur quelque chose de bon, cette alerte-là peut éveiller les consciences et ouvrir les yeux sur des réalités industrielles qui sont aussi dangereuses pour l'homme que n'importe quelle pollution. En Chine, pays habitué au scandale alimentaire, ça a eu quel écho? Comment ça a été perçu? Excusez-moi. En Chine, où on sait qu'il y a eu pas mal de scandales alimentaires, on en parle régulièrement, c'est perçu comment une annonce comme celle-là? Et du coup, il y a des gens, en fait, les internautes ont dit que, avec un regard un peu suspect toujours, que les experts qui contredisent le rapport, donc du coup, il y a peut-être des lobbies justement ou les industries derrière. Mais c'est comme je vous l'avais déjà expliqué, ce qui inquiète le plus, c'est la sécurité alimentaire, en fait. Pour terminer, votre conclusion sur ce thème? Moi, ma conclusion, tout à l'heure, vous avez posé la question comment nous, on consomme la viande, comment personnellement on consomme la viande. Je vous livre une impression personnelle. Moi, je peux rester un mois sans manger de la viande. Mais à un moment donné, il y a une espèce d'instinct animal qui se réveille et je peux manger 3 épaules d'agneau le même jour. On aimerait voir ça. Louis, pour terminer. Il faut dire que l'excès nuit. C'est la seule phrase qui tient la route dans cette considération. Après tout le reste, faut faire confiance au bon sens des gens. Je pense qu'on en a encore un peu. Ouais. Et Jean-Baptiste, d'un mot, s'il vous plaît, conclusion pour vous. L'épaule d'agneau est quelque chose de magnifique. En méchoui comme sur les plages de Dakar. Arrêtez, vous allez nous donner faim. Je vous propose 2 réflexions à méditer avant de conclure. Citons Hippocrate, médecin grec du siècle de Périclès, mais aussi philosophe, considéré traditionnellement comme le père de la médecine, que ta nourriture soit ta médecine et ta médecine ta nourriture. Et puis, comme le dit Woody Allen, cinéaste hypocondriaque, la vie est une maladie mortelle, Jean-Baptiste. Pour conclure, évidemment, la vraie conclusion, elle revient comme chaque semaine à dilemme, un peu d'humour acide, sa plume au vitriol parfois. Et on commence, on l'évoquait avec vous tout à l'heure, la Chine met fin à la politique controversée de l'enfant unique après plus de 3 décennies, un tournant pour faire face au vieillissement de la population et aux besoins de la croissance du pays. Dilemme pointe également la seconde législative en 5 mois en Turquie. Le président islamo-conservateur Recep Tayyip Erdogan va tenter de regagner la majorité absolue au Parlement. Tête de Turc. Accès limité à la frontière germano-autrichienne, c'est souvent l'ultime étape du périple de la plupart des réfugiés qui fuient la guerre ou la pauvreté et qui continuent à frapper aux portes de l'Europe. À la Ben Ali ou à la Kadhafi, le sort du président syrien divise lors d'une réunion à Vienne à laquelle participaient pour la première fois l'Iran. Iran et Russie plaident pour qu'il joue un rôle dans une hypothétique transition politique à venir. Et enfin, journée de deuil national en Russie. Le groupe État islamique revendique le crash d'un avion entre Sharm el-Sheikh en Égypte et Saint-Pétersbourg, peu probable d'après certains experts militaires. Merci Dilemme, merci à vous 4 d'être venus passer une partie de ce dimanche après-midi avec nous et merci à vous qui nous regardez aux 4 coins de la planète. Vous pouvez revoir cette émission sur YouTube, sur Facebook, faites-nous part de vos commentaires et à très vite, à la semaine prochaine. Merci.